Alors, maintenant que nous avons vu pas mal de théories, nous allons pouvoir programmer un virus polymorphe, donc c'est-à-dire qui utilise du polymorphisme, qui va changer au fur et à mesure son code afin de leurrer les antivirus et qui ciblera les binaires ELF64, c'est-à-dire les exécutables Linux format, donc principalement les binaires Linux, au, donc, qui tournent sur une architecture 64 bits. Alors dans un premier temps, euh, nous allons nous préoccuper de la programmation de ce que j'appelle nos utilitaires. Et une fois cela fait, donc dans une autre vidéo, je vous présenterai à l'aide d'un schéma l'architecture et la mémoire d'un programme infecté afin de mettre en avant la puissance de ce genre d'infection polymorphe par ajout de code. Souvenez-vous, hein, on a vu énormément de théories pour en arriver là. De plus, je précise que le virus aura de nombreux fichiers sources en C et en assembleur. De ce fait, je vous invite, enfin surtout n'hésitez pas à aller revoir les vidéos sur l'assembleur et sur le fonctionnement de la mémoire. Et bien évidemment, comme à mon habitude, je m'engage à expliquer au mieux chaque commande et fonction. Une fois le virus terminé, donc la programmation des entêtes, donc les points H, comme vous pouvez en voir ici quelques-uns pardon, qui vont être ensuite complétés, hein, bien sûr il y en aura beaucoup plus, et des fichiers sources, donc les points C et les points S pour assembleur, eh bien nous ferons le makefile pour build notre virus. Alors ceci étant dit, nous pouvons passer à la première partie de la programmation de notre virus. Alors commençons directement avec, donc vous pouvez en fait créer tout de suite un répertoire, moi je l'ai appelé vir ajout code polymorphe elf 1 et j'y ai ajouté donc plusieurs dossiers. Donc un dossier includes pour tout ce qui va être en tête. Ensuite un dossier source et dans ce dossier source j'y ai mis pour l'instant un dossier virus. Alors une fois que vous aurez créé ces dossiers, donc nous pourrons commencer. Je pense que n'hésitez pas à mettre pause, bien sûr. Alors commençons par le compilateur utilitaire. Donc effectivement, comme son nom l'indique, ce sera lié à la compilation de notre virus. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ici c'est principalement des utilitaires. On ne va pas tout de suite les utiliser. Et dans la prochaine vidéo, on commencera donc vraiment à utiliser tout ce qu'on a programmé ici. Là, on va déclarer des fonctions, on va les programmer, mais on ne va pas s'en servir tout de suite. Ce sera dans la prochaine vidéo. Alors, je commence tout de suite. Alors, ici, pour ceux qui ne seraient pas euh, à l'aise avec le C, en fait, ce que je fais ici, c'est tout simplement utiliser une directive de préprocesseur, donc if and def, donc ça veut dire if non défini, donc si non défini, qui est aussi appelé un wrapper, if and def. Alors cette directive va nous permettre d'éviter que les fichiers d'entête soient inclus dans le fichier source plusieurs fois et donc éviter les erreurs de compilation. De ce fait, on utilise donc un if and def, par exemple, on peut l'appeler comme on veut. Hein. Si par exemple compilateur utilitaire, autant utiliser ça, hein, utilitaire underscore h. S'il n'est pas défini, alors on peut rentrer. Et la première chose à faire, bien sûr, ça va être de définir, donc faire un define de justement ce compilateur utilitaire H. Alors, ceci étant fait, maintenant on continue avec nos define. Alors, on va faire un define unused. Alors, pourquoi? Alors, il faut savoir que normalement, le compilateur va nous avertir si une variable est déclarée mais n'est jamais référencée. Donc en fait, le define que je vais faire ici, donc un define underscore unused tabulation underscore
attribute pour attribut, entre parenthèses, enfin double parenthèse, unused, hop. Et bien ça, en fait, donc comme je le disais, normalement le compilateur nous avertit si une variable est déclarée mais n'est jamais référencée. Et donc cet attribut ici, celui qu'on vient de déclarer, eh bien, il va informer le compilateur que vous vous attendez à ce qu'une variable soit inutilisée et va indiquer au compilateur de ne pas émettre d'avertissement si cette variable n'est pas utilisée. On verra en fait, puisque on va utiliser, lorsque on infectera des cibles, le programme se recompilera de nouveau et ça évitera donc effectivement d'afficher des avertissements qui pourraient donc effectivement susceptibles d'être détectés. De la même manière, on va faire un define. Pardon, un define. Bon, on peut laisser coller comme on peut faire un espace. Hein. Pardon, excusez-moi. C'est vrai que c'est plus beau quand il y a un espace, mais au final, ça revient à la même chose. Vous voyez bien, hein, ça reste en violet. Donc là, je suis sur Atom. Hein. Alors, donc on va faire un underscore no return. Et donc l'attribut, tout simplement, attribute. Oula, pardon. Attribute. Et en plus de ça, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur. C'est underscore attribute underscore. Pour terminer le attribute. Pour qu'il soit bien considéré comme un attribut par le langage C. Donc par le compilateur. Et là, ici, no return. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pardon. Ça permet d'informer le compilateur que des fonctions peuvent ne rien retourner. Donc le compilateur pourra alors effectuer des optimisations en supprimant le code qui n'est jamais atteint. Parce qu'effectivement, on verra que parfois on voudra infecter des fichiers, mais comme on gérera la surinfection, rappelez-vous, hein, c'est-à-dire ne pas infecter à plusieurs reprises un fichier déjà infecté, et bien donc on se retrouvera parfois avec des fonctions, notamment la fonction infect, que j'ai appelée infect, qui en fait ne retournera rien puisqu'elle ne fera rien. Alors on va faire de même pour les résultats inutilisés par des fonctions dédiées à notre virus. Donc là, encore une fois, hein, libre à nous de l'appeler comme on veut, puisque on verra que cet attribut effectivement sera défini dans notre makefile. Donc je l'ai appelé pour ma part virus par ajout de code underscore unused result. Et donc attribute. Comment ça? C'est mémorisé. Pardon. Virus. C'est pas exactement ça que je veux. Il me faut surtout pas le underscore. Parce que le underscore est pris par la variable qui est définie justement sur l'attribut. Donc ça, on verra ça dans le makefile. Et donc là, en fait, le but, c'est pour les résultats, c'est pour pas que les résultats utilisés par des fonctions dédiées à notre virus retournent des avertissements. Enfin, pour en finir avec ces attributs, eh bien, on va définir le non nul. Donc c'est pour les fonctions qui ne sont pas censées être des... Enfin, les paramètres de fonctions, pardon, qui ne sont pas censés être des pointeurs nuls. Alors on fait un define. Et on peut, hop, un no underscore, excusez-moi, no nul. J'espère que la clim ne s'entend pas trop, enfin la clim. Parce qu'il fait très très chaud, je pense qu'on subit tout ça
même en France, dans toutes les régions françaises. C'était c'était parce que je suis français, donc je me plains. On est réputé pour ça. Bon, la petite blague. Alors, donc, attribute. Et là, donc, un no, no null. Voilà. Et voilà, donc je disais, hein, cet attribut de fonction spécifie des paramètres de fonction qui ne sont pas censés être des pointeurs nuls. Et cela permet en fait au compilateur de générer normalement un avertissement lorsqu'il rencontre un tel paramètre. Mais là ici, donc, il ne générera aucun avertissement. Alors maintenant, on va, comment dire, donc je fais un CTRL S, hein, toujours, enfin pour ma part un CMDS, je suis sur Mac. Pardon. On va maintenant faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc on a fini. Tout ça, ce sera utilisé dans notre Makefile. On en comprendra plus l'objectif. On va faire un define. Très intéressant ça. Vraiment à noter. Et d'ailleurs, je m'arrêterai pour faire une explication. Array size. Je mets array size. C'est pour taille du tableau. Avec un paramètre x. Et en fait, ce sera size of x, donc une fonction en C, hein, divisé, je mets l'espace pour que ce soit plus beau, par size of étoile x. Alors voilà, je vais pouvoir vous expliquer. Alors en fait, les dénominateurs ici, c'est un dénominateur, c'est une division. Size of étoile x, c'est la longueur du premier élément d'un tableau en octet. Alors, la variable x est et sera de type tableau et se désintégrera en un pointeur pointant vers le début du tableau. Et donc l'astérisque, là ici, le petit étoile qui est en fait un astérisque, est l'opérateur de déréférencement. Donc étoile x, eh bien, ça signifie les données pointées par x. On déréférence notre pointeur pour avoir directement accédé à ces données. Alors ici, je vais me permettre un rappel avant de partir sur le page alignment. Alors, et expliquer pourquoi cette fonction, en fait. Pourquoi effectivement. Ça peut sembler étrange. Alors, pour rappel, pardon. Je vais juste boire un petit peu d'eau, parce que mal à la gorge. Alors, pour rappel, lorsque l'on parle de l'adressage en 32 bits, cela signifie que les mots manipulés par le processeur ont une longueur de 32 bits. Cela comprend donc une taille de 32 bits pour les registres. Souvenez-vous, hein, on a vu ça à répétition avec, en utilisant les registres avec GDB et ainsi de suite. Et aussi, donc pour les registres, et une taille de 32 bits pour l'adressage mémoire. On a vu ça dans tout ce qui était gestion de la mémoire. Alors, ce que cela sous-entend, c'est que en 32 bits, on peut adresser 2 puissance 32 octets. 2 puissance 32, c'est énorme. Enfin, c'est déjà énorme, même si on peut faire beaucoup mieux. Alors 2 puissance 32, c'est 4 milliards 294 millions 967 296 octets. Bon, je la connais parce que c'est au fur et à mesure plus on l'utilise, plus on la connaît en fait. Hein. Donc voilà, c'est ça, c'est bien 4 milliards 294 millions 967 296 octets. Voilà, j'ai pas fait de faute, c'est sûr. Et donc, avec un peu de calcul, on retrouverait qu'un gigaoctet fait 1024 mégaoctets. Donc, souvenez-vous, hein, contrairement aux idées reçues, c'est pas 1000 mégaoctets, mais c'est bien 1024 mégaoctets. Ainsi, une adresse mémoire 32 bits permet d'adresser 4096 divisé par 1024 gigaoctets. Et en fait, 4096 divisé par 1024, ça fait 4 gigaoctets.
De cette manière, une adresse mémoire 32 bits permet d'accéder à 4 gigaoctets de mémoire, et c'est pour cela que l'espace mémoire d'un processus en 32 bits, alors n'oubliez pas, un processus, c'est lorsque le binaire est lancé, est tout simplement lancé, et donc il va dans la, pardon, dans la mémoire vive et il devient un processus. Et donc l'espace mémoire d'un processus en 32 bits fait une taille de 4 gigaoctets maximal. Et c'est en fait une limitation directement liée à l'adressage justement 32 bits, puisqu'on a vu que 2 puissance 32, on ne pouvait pas dépasser les 4 gigaoctets. De ce fait, on a donc besoin de définir une constante qu'on va nommer page alignement, donc, qui sera égale à 4096. Alors, vous avez bien entendu page, et bon, alors je vais le faire tout de suite, c'est tout simplement un define. Define page underscore, appelons-la underscore alignement. Et hop, mettons-la à 4096. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Donc, comme je le disais, vous avez bien entendu page. Petit CTRL S. Alors, je me dois de faire un petit rappel qui a été vu dans une précédente vidéo, celle sur la gestion de la mémoire. Alors, vous l'avez compris, le rappel concerne la pagination, puisqu'effectivement, on parle de page. Alors, l'unité de pagination permet de reprendre l'adresse linéaire obtenue par la segmentation, donc segmentation de la mémoire, et la transforme en adresse physique. Donc c'est la pagination qui permet de donner l'illusion à chaque processus d'avoir accès à toute la mémoire physique de l'ordinateur pour lui tout seul. Et justement, on va voir pourquoi. Alors, l'adresse linéaire obtenue par la segmentation sera coupée en 3 parties qui sont utilisées par l'unité de pagination. Tout d'abord, on aura ce qu'on appelle la structure page directory. Alors, rappelons que chaque processus possède une valeur pour le registre CR3, et ce registre CR3 contient l'adresse mémoire physique d'une structure que l'on appelle la page directory, et la page directory est composée d'entrées de 32 bits ou de 4 octets, c'est la même chose, et chaque page directory possède 1024 entrées. Alors les 10 premiers bits de l'adresse linéaire vont permettre d'indexer une entrée dans la page directory, et 10 bits permettent d'indexer 2 puissance 10. Alors effectivement, ça commence peut-être à dater, je ne sais pas si vous regardez tout d'une traite ou vous faites des pauses, mais effectivement, donc 2 puissance 10, on a vu la numération binaire, 10 bits c'est 2 puissance 10, donc c'est 1024 valeurs. Et ces 10 premiers bits de l'adresse logique, en fait, vont permettre de ce fait d'indexer les 1024 entrées de la page directory. Effectivement, ce n'est pas un hasard si on parle de 1024 entrées de la page directory. Ça vient justement de ces 10 bits. Alors l'entrée de la page directory qui sera indexée par ces 10 premiers bits de l'adresse logique contiendra l'index de la page table, qui est en fait la structure suivante, donc on va en parler, dont l'index sera pointé par les 10 bits suivants de l'adresse logique. Donc on va faire 10 bits, 10 bits, 10 bits et ainsi de suite. Enfin en fait ainsi de suite, 3 fois. Alors, donc effectivement, ensuite on a donc ce qu'on appelle la structure page table, dont on vient d'évoquer le nom, qui elle aussi possède 1024 entrées. Alors chaque entrée va faire 4 octets, et l'entrée de la page directory, souvenez-vous, la structure page directory, qui était pointée par les 10 premiers bits de l'adresse logique, contient, comme on l'a précisé juste avant, l'adresse de la page table. Alors en fait, peut-être que là, j'ai rien pour... là, j'ai pas de diapo, mais je pense que juste après cette vidéo, en fait, entre cette vidéo-là et la vidéo où on va commencer à faire du polymorphisme, enfin des fonctions de polymorphisme, de métamorphisme, d'infection, de payload, de charge finale, je glisserai une vidéo justement sur cette explication avec des schémas. Mais il n'empêche que je me permets de continuer, parce que c'est important pour comprendre cette histoire de page alignement.
enfin, d'alignement de page. Donc. Alors, comme je disais, donc l'entrée de la page directory qui était pointée par les 10 premiers bits de l'adresse logique contient l'adresse de la page table. Donc, les 10 bits suivants de l'adresse logique permettent d'indexer une entrée dans les 1024 entrées de la page table. Effectivement, pour rappel, c'est toujours 2 puissance 10. Hein, on est toujours sur 10 bits. 2 puissance 10, c'est 1024. Ça vaut 1024. Donc un point important qui est à noter dans l'entrée d'une page table, c'est le fameux champ P. P, la lettre P, hein, P majuscule. Ce champ va permettre de déterminer si les pages sont présentes en mémoire ou non. De ce fait, si un programme essaie d'accéder à un emplacement mémoire dans une page non présente en mémoire, il y aura une page fault exception qui sera levée. Et cette page fault exception devra être gérée par le gestionnaire d'exception dans l'IDT. Nous, forcément, on va éviter que ça arrive. Hein. Le but, c'est de rester furtif. C'est le maître mot en virologie, hein, la furtivité. Donc, furtivité, donc même une fois que tout a été récupéré ou que tout a été, que l'intégrité de la mémoire ou du système a été violée, une fois qu'on a récupéré ce qu'on souhaitait, le but c'est de se désinfecter nous-mêmes et de rester comme ça complètement furtif. Donc même du forensic, donc de l'investigation, ne devrait pas pouvoir nous toucher. Alors, justement, ce gestionnaire d'exception, donc le fameux IDT, va devoir aller chercher la page qui a été swappée en mémoire de masse, donc sur le disque dur. Hein. Pour rappel, le swap, c'est ce qu'on peut faire afin d'accélérer notre système, qui sert en quelque sorte des RAM, même si ce n'en est pas une, qui sert à accélérer le système, donc à aider cette mémoire vive. Et donc, le gestionnaire d'exception, qui va aller chercher la page qui a été swappée en mémoire de masse, il va devoir aussi la recharger en mémoire, puis enfin rétablir le fameux flag P à 1 et redonner la main au programme qui a levé l'exception de page fault. Et c'est de cette manière en fait que fonctionne ce qu'on appelle le swapping. Ça va nous permettre donc de décharger les pages mémoire dont on n'a plus besoin pendant un moment dans de la mémoire de masse, comme un disque dur. Donc finalement, on dit vulgairement que c'est une sorte de RAM, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est en fait tout simplement des pages mémoire qui vont être déchargées dans cette partie du swap. Et aussi donc de rapatrier ces pages lorsqu'on en a besoin. Alors ce principe c'est vraiment très important car cela permet de donner l'illusion à vos programmes de pouvoir utiliser chacun 4 gigaoctets de mémoire. Et c'est-à-dire en fait plus de mémoire qu'il n'y en a sur le système. Alors l'astuce consiste en fait à swapper les pages inutiles afin de ne conserver en mémoire vive que celles dont on a forcément besoin. Donc on swap tout ce qui est inutile et en mémoire vive on conserve que celles qui sont présentement, donc sur le coup, utiles. Et enfin, pour terminer les 3 unités, on a la page mémoire. Donc une fois que l'entrée dans la page table a été déterminée, on peut récupérer l'adresse de la page mémoire pointée par l'entrée dans la page table. Et une fois cette adresse récupérée, il nous suffit d'utiliser les 12 derniers octets de l'adresse logique. Donc si vous avez bien fait le calcul, ça fait 10 plus 12. Donc ça fait bien 32 octets. Donc c'est parfait, c'est exactement ça. Et donc ces 12 derniers octets de l'adresse logique qui serviront d'offset, donc décalage dans la page mémoire. Alors, effectivement, une page mémoire fait 4 kilooctets, donc 4 fois 1024 octets, c'est-à-dire 4096 octets. Or, 2 puissance 12 est égal à, comme par hasard, 4096. Ainsi, les 12 derniers octets vont nous permettre d'indexer n'importe quel octet dans une page mémoire. Et c'est ainsi que fonctionne la pagination, comme chaque processus possède sa propre valeur du registre CR3 pour pointer sur sa propre table directory, page table directory. Chaque processus peut ainsi pointer un octet dans une page mémoire différente. Et c'est là tout l'intérêt de la pagination mémoire.
Donc j'espère que j'étais à peu près clair. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de schéma, ça manque de clarté. Et c'est pourquoi je pense que, enfin j'en suis sûr en fait, je vais faire une vidéo, je ferai une vidéo pour expliquer, pour réexpliquer cette histoire de pagination plus en détail. Alors donc on était sur le define page alignement 4096. Donc là, je pense que vous avez compris pourquoi. Et si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, donc dans la prochaine vidéo, vous pourrez revenir sur cette partie et vous comprendrez donc ce qui s'est passé. Alors, maintenant que cela est fait, on a défini donc un alignement de page de 4096. Le but étant justement qu'on ne le dépasse pas, pour éviter donc toutes les exceptions de page fault qui pourraient être levées. Alors il faut savoir qu'en langage C, enfin, le langage C définit 6 opérateurs qui vont permettre de manipuler les bits. Effectivement, le langage C a l'avantage, avec le langage C++, d'être très proche de la machine et de pouvoir faire de la programmation système. C'est d'ailleurs ce qu'on fait présentement. Donc on est vraiment très très proche de la machine. Alors on a l'opérateur et, donc le et commercial, celui-ci. On a le ou inclusif, donc c'est le pipe. Hop. On a le ou exclusif, donc rappelez-vous, hein, ça on l'a vu, hein, on n'a pas vu, on sait ce que ça valait, hein, mais on l'a étudié, hein, l'exor, enfin tout ça, les end, l'exor et ainsi de suite, les notes. On a l'opération de négation, donc si je ne me trompe pas sur Mac c'est comme ça, non c'est pas comme ça, alors c'est, hop, et non c'est pas ça. Faut pas que je me trompe. C'est CTRL option N. Non. Mince. C'est un N sur. C'est étrange ça. Ah voilà, c'est option N. Pour ceux qui auraient un Mac, hein, option N. Alors ça, c'est l'opérateur de négation, donc le note. Ensuite, on a l'opérateur de décalage à droite. Souvenez-vous, hein, on l'a vu aussi dans les cours sur l'assembleur. Et forcément le décalage à gauche, donc celui-ci. Alors, je vais vous donner une formule qui est la suivante, qui va nous permettre d'aligner, en fait. Elle va nous permettre d'aligner donc x selon la valeur de n. On va en comprendre l'intérêt tout de suite. Alors, pardon, define line, ouais, line par exemple, qui prendra comme paramètre x et n. Et alors attention, voici le code pour aligner x selon la valeur de n. Alors je vais justement utiliser les opérateurs sur les bits que je viens de vous présenter. Donc x plus n, si je ne me trompe pas, x plus n, tout à fait. Ensuite je fais un end, donc un end qui est en fait un et non, donc l'opérateur de négation, hein, celui que j'ai un peu cherché tout à l'heure. On va mettre un espace et non n-1. Alors, quel est l'objectif? Alors, en fait, cette formule, dans cette macro, puisque c'est une macro que je viens de définir, va fournir le nombre d'octets de remplissage nécessaire pour aligner le début d'une structure de données. De ce fait, on va définir donc cette macro, enfin, on définit cette macro align, alignement, on aurait pu l'appeler autrement, qui donc nous permettra, dans la suite, on le verra,
Donc ce sera finalement du coup pas dans la prochaine vidéo mais dans la vidéo d'après, puisque je n'oublie pas de vous faire la vidéo sur les pages, qui nous permettra d'aligner les adresses selon la valeur du page alignment. Donc c'est-à-dire finalement 4096 et donc 4 gigaoctets. C'est finalement donc une puissance de 2. En effet, puisque l'alignement est par définition une puissance de 2, l'opération qu'on aurait pu faire, on aurait pu faire effectivement avec un modulo. Donc l'opération modulo peut être réduite à une opération et booléenne au niveau du bit. Et donc on utilise le et commercial ici, qui est un et au niveau du bit, et on utilise le fameux donc tilde, qui est un nom au niveau du bit. Pardon, hop, bon, j'arrive pas à prendre que le tilde, qui est un nom au niveau du bit. Et donc on obtient cette macro line. Alors la fonction de cette macro, comme je l'ai dit, c'est aligner x selon la valeur de n. Le but étant de ne pas dépasser l'alignement de notre page, donc 4096. Et si je vous donnais un exemple, par exemple, si je faisais align 9,4, eh bien j'obtiendrais 12, parce qu'en fait il faut une puissance de 2, la plus proche, mais bien sûr qui puisse prendre en compte les valeurs. Donc align 10, 4, 10 n'étant pas une puissance de 2, et 10 étant supérieur à 4, eh bien on ira chercher le 12, 11, 4, on ira chercher le 12, 12, 4, bon forcément 12, 13, 4, hop, on dépasse le 12, on va chercher la puissance de 2 supérieure, ce sera 16, et ainsi de suite. Donc par exemple, align 14, 4, ça fera 16, et ainsi de suite. Donc je reviendrai sur les explications pour cette partie qui peut peut-être sembler ardue, à première vue, hein, bien entendu, puisque finalement, rien n'est si ardu lorsque on s'intéresse et qu'on est passionné. Alors, donc, je finirai, donc là on a fini notre en-tête compilateur utilitaire, et donc je finirai ce compilateur utilitaire en disant que pour plus de clarté, effectivement, ce que je viens de dire sur la pagination fera l'objet d'une vidéo. Alors, je pense que je la mettrai juste après. Vous pourrez la passer hein, si vous le souhaitez, et si vous souhaitez continuer le virus. Mais en attendant, on va passer maintenant au syscall. Alors, donc les syscalls sont les appels système. Hop, petit CTRL S. Alors, syscall.h. Alors, on va ici définir les appels système. Alors ici, vous noterez que on va utiliser comme précédemment la directive de préprocesseur ifndef, donc le fameux wrapper ifndef, qui, si vous vous souvenez bien, nous permet d'éviter que les fichiers d'en-tête soient inclus dans le fichier source plusieurs fois, et donc éviter les erreurs de compilation. Alors, on y va tout de suite. On fait un if ndef, donc si non défini, par exemple syscall underscore h, et bien, donc si c'est pas défini, on peut rentrer dedans, et donc tout de suite, on va le définir. Donc si elle n'est pas définie, effectivement, on continue et on définit donc avec la directive suivante, hein, define syscall. Ah non, j'ai fait une faute, syscall, excusez-moi. Syscall underscore h. On aurait pu l'appeler autrement, aucun problème. Alors, ceci étant fait, on va pouvoir inclure les différents en-têtes dont on aura besoin. Tout d'abord, l'en-tête uni std, donc pour uni standard, qui va nous permettre d'avoir accès aux fonctions d'enveloppe d'appel système, telles que le fork, le pipe, et des primitives d'entrée-sortie comme read, write, close, etc. De ce fait, on fait donc un include linux /uni std.h. Ensuite, on va avoir besoin de la librairie système stat qui permet d'avoir des fonctions comme stat, lstat, fstat qui sont des fonctions similaires et qui vont surtout nous permettre de recevoir, enfin de renvoyer des informations à propos d'un fichier.
Donc on fait un include, pardon, un include 6 stat.h. Ensuite, on va avoir besoin de la librairie system types pour tout ce qui concerne les types de données, hein. Donc booléen, integer, boolean, integer et ainsi de suite. Donc on fait un include, décidément, 6 bien types.h. Puis l'entête fcntl.h afin d'avoir ce qui est nécessaire pour manipuler un descripteur de fichier. Donc on verra plus loin son utilité, un descripteur de fichier. Alors, hop, include fcntl. Oula, pardon. Décidément. C'est le lieu d'aisance qui m'appelle. Donc on finira avec les includes et on reprend tout de suite en fait. Donc finalement, il faut désolé en fait, la vidéo suivante sera la suite de celle-ci. Donc on continuera sur celle-ci. De manière à faire les accesseurs, les loaders, le loader, l'utilitaire, et puis bien sûr en C. Là on finit juste par les inclusions des entêtes utiles. Donc ensuite on va inclure dirent.h. Donc là, dirent, comme son l'indique, un dir comme directory, c'est dans le but de pouvoir consulter un répertoire. Donc on va faire un include dirent.h. Et enfin, l'entête. Bon, je mets beaucoup d'espace, hein, c'est pour que ce soit plus lisible pour vous. J'ai d'ailleurs agrandi, je pense que c'est peut-être plus clair que les premières, que d'autres vidéos qui avaient été peut-être moins claires. Donc enfin, donc l'entête Petras de 6, donc de système, afin de pouvoir suivre l'état d'un processus. On verra également l'utilité. Petras.h. Alors, bon, je pense que je vais finir quand même avec cette en-tête. Alors, on va maintenant passer à la reproduction réaliste de la structure dirent64. Donc en gros, la structure dirent64 nous permettra de décrire une entrée dans un répertoire. Alors de ce fait, on va donc déclarer une structure avec un struct et on va l'appeler dirent64. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette structure? Plusieurs choses. Donc les membres vont comprendre tout d'abord underscore underscore ino 64. Alors ino tout de suite, hein, en fait c'est tout simplement l'inode, hein, ino 64 underscore t qu'on va appeler d underscore ino. Alors dino c'est un numéro de série de fichier unique au point de montage. Ce numéro de série sera souvent utilisé, pour le point virgule, sera souvent utilisé dans divers utilitaires de vérification de disque pour des opérations telles que la détermination de liens de répertoire en boucle infinie. Alors il faut noter que la valeur de l'inode ne peut jamais être 0, ce qui indiquerait que l'inode représente une entrée inutilisée. Alors je me permets de donner des explications rapides sur l'inode. Alors l'inode, c'est la structure qui contient toutes les informations sur un fichier donné, à l'exception de sa référence dans l'arborescence. Donc, ce qui peut être utile aussi de dire, oui, c'est que les informations qui sont stockées dans une inode disque sont l'utilisateur propriétaire, le groupe propriétaire, le type de fichier, le droit d'accès, date de dernière modification, date de dernier accès, taille du fichier, et ainsi de suite. Et donc nous, on va avoir besoin de maîtriser ça, puisqu'on va en fait tout simplement infecter des fichiers, et il ne faudra pas effectivement laisser des traces
qui prouveront que il y a eu une date, que la date de dernière modification est différente à celle où l'utilisateur du système ou même s'ils ont des automates détecte en fait qu'il y a eu une modification qui n'a pas été contrôlée. Je pense notamment aux administrateurs système qui font tout par script. Donc il sera important pour nous de gérer notamment les dates de dernier accès, les dates de dernière modification, les droits d'accès, les types de fichiers aussi pour savoir à quel fichier on s'en prend, et ainsi de suite en fait. On verra, c'est vraiment très très utile. Alors ensuite, on va déclarer off 64. Donc là forcément, eh bien, quand on dit off, on pense offset, donc on pense tout de suite décalage. Donc off 64 underscore t, qu'on peut appeler par exemple d underscore off. Alors ça, dans certains systèmes de fichiers, ce membre identifie l'entrée de répertoire elle-même, et dans d'autres, c'est le décalage de l'entrée de répertoire suivante. Donc ça va nous permettre de switcher, de passer d'un répertoire à un autre, sans avoir à fouiller, sans avoir à passer sur par exemple des librairies, des fichiers .a, des fichiers images, des choses qui ne nous intéresseraient pas en fait. Alors, pour un système de fichiers sur disque, cette valeur peut être le décalage réel dans la structure de répertoire sur le disque. Et ça nous intéressera. Et j'expliquerai plus tard, et on y reviendra, dans notamment la fonction infect, et aussi dans la fonction recherche de cible. Ensuite, on va faire donc un short integer, un petit entier non signé, donc unsigned short int. Alors d, on peut l'appeler d reclaim. Alors ça en fait c'est la taille de l'entrée de répertoire, de cette entrée de ce répertoire. Et en fait, donc la taille de cette entrée de répertoire et toute autre information qui lui sont associées, telles que par exemple une structure facultative struct stat, ajoutée à l'entrée struct diren64. Ça nous permet donc de récupérer une taille finalement. Ensuite, on va mettre un inside chart, donc un char, pardon, oh là, j'ai oublié le point virgule. Malheur. Ça, c'est le fait de faire trop de Python parfois. Unsigned char des type. Alors, ce dtype, en fait, c'est tout simplement pour le type, pour savoir à quoi on a affaire, tout simplement. Et enfin, le dname, on va mettre donc un tableau de caractères, char dname. Donc à chaque fois, je mets un D devant pour me rappeler que c'est directory. On verra hein, quand on utilisera les attributs, ce sera bien utile puisqu'on aura des types, on aura des names, mais là on a mis D devant. Comme ça, on sait que c'est directory pour répertoire en anglais. Et dname, pardon, excusez-moi, c'est un tableau, ce n'est pas un seul caractère et on peut lui mettre 256. C'est largement suffisant. Voilà. Donc ça, en fait, ce sera le nom réel de l'entrée de cette entrée de répertoire. Voilà. Donc c'est la fin de cette structure. On met un point virgule pour finir cette structure. Alors maintenant, on va déclarer les syscalls, donc les appels système que nous allons programmer dans syscall.c, donc la prochaine fois. Alors, je vais juste commencer par le premier, et ensuite, dans la prochaine vidéo, on reviendra sur la suite. Alors, dans un premier temps, on va déclarer la fonction sys underscore read, qui retournera un ssize underscore t. Donc, ssize underscore t est utilisé pour stocker un nombre d'octets ou une indication d'erreur. Alors, nous verrons que cette fonction sys underscore read fera donc un appel à syscall en assembleur en mettant la valeur 0 dans le registre RAX avant de faire le syscall. Et pour expliquer ce que fera cette fonction, je précise, sysread tentera de lire jusqu'à compter les octets du descripteur de fichier. Donc on va l'appeler fd, donc c'est un entier qui permet en fait de décrire un fichier sans y rentrer.
et donc de lire les octets du descripteur du fichier FD dans le tampon à partir de buff. Et sur les fichiers prenant en charge la recherche, l'opération de lecture commencera au décalage du fichier, et le décalage du fichier sera incrémenté du nombre d'octets lus. Donc ce sera octet par octet. Et si le décalage du fichier est à ou au-delà de la fin du fichier, aucun octet ne sera lu, et read renverra donc 0. Enfin, donc, on aura aussi un paramètre qu'on va appeler par exemple count. Si count est mis à 0, read peut détecter les erreurs décrites. Certaines erreurs qu'on va décrire, qu'on décrira la prochaine fois ou même maintenant en fait, c'est-à-dire des erreurs, tout simplement des erreurs qu'on a pu expliquer jusqu'à présent. C'est vrai que non, je ne vous ai pas parlé, pardon, de... En fait, effectivement, on va mettre la valeur 0 dans le registre ARX avant de faire le syscall. Et afin de pouvoir faire un read, les arguments seront pour les registres, donc souvenez-vous RDI, que nous on avait vu forme EDI pour 32 bits, donc un entier int fd, donc c'est le descripteur de fichier, puis pour RSI, un pointeur sur, par exemple, buff, donc un tableau, et enfin, pour RDX, donc un size underscore t count. Et c'est là, en fait, donc qu'interviendra donc, ce fameux count. S'il est à 0, il nous permettra de renvoyer des erreurs. Enfin, de détecter des erreurs surtout, de les renvoyer en interne. Et en l'absence d'erreur, ou si read ne vérifie pas d'erreur, une lecture avec un count de 0 renverra 0 et n'aura pas d'autre effet. Alors tout simplement, hein, là c'est la déclaration d'une fonction, elle n'est pas implémentée encore. Comme je l'ai dit, on implémentera ça dans syscall.c. Donc sysread, je l'ai appelé comme ça. Je pense que c'est très bien int fd donc pour file descriptor. Donc c'est le descripteur de fichier. Void, donc étoile buff, donc c'est un pointeur sur un tableau de caractères. Et enfin la taille, donc size underscore t count. Alors voilà pour cette première vidéo sur ce virus. Alors rassurez-vous, il va y en avoir beaucoup. Et à chaque fois, il y aura des vidéos intermédiaires pour expliquer certains points qui resteront obscurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des mails si certains points sont obscurs. Je reste à votre disposition. Alors là, je précise que le syscall.h n'est pas terminé. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Voilà.